Bonjour, mon prénom c'est Elliot. Je suis étudiant de l'INSEC. Dans le cadre de la FinTech Sentinel, nous avons des questions à poser à un professionnel, M. Nabil. Bonjour. Voilà, nous avons quelques questions à vous poser par rapport aux indices boursiers que vous suivez. Donc, est-ce que tout d'abord vous pouvez vous décrire brièvement? Donc, je m'appelle Nabil Berwag. J'ai fait un master en finance. J'étais diplômé pas mal de temps déjà. Je travaillé chez Exis en 2005. Je travaillé chez Société Générale en 2006-2007. Je suis allé en Angleterre en 2007. Je travaillé pour Bank of New York. Ensuite, je travaillais pour HSBC. Je suis rentré, je travaillais pour un hedge fund. J'ai fait du trading sur carnet d'or. C'est ce qu'on fait nous. Donc, c'est du trading assez court terme. On trade principalement les futurs, donc le marché à terme. Je pense que vous l'avez étudié. On traite plusieurs produits financiers, pas que des indices, pas que des dérivés sur du forex non plus. On fait principalement les indices, les produits les plus liquides. Donc ça va être futur sur Stoxx, l'indice européen, 50 plus grosses capitalisations européennes. Ça va être le futur sur le DAX, l'indice allemand. On va faire l'un des futurs sur le Bund 30, en fait, le Bund, qui va être l'obligation allemande sur 10 ans. On va faire du futur sur euro-dollar, du futur sur GBP, donc la pound, du futur sur yen. Après, on va faire du futur sur l'indice américain, ça peut être le S&P, le Nasdaq, donc il y a plusieurs choses. Du pétrole, de l'or, donc ça va être les produits les plus traités qu'on va faire. J'ai travaillé pour plusieurs structures. J'ai travaillé à Paris, on a travaillé à Monaco, on était en Espagne, chez Kite à Londres. Ensuite, je travaille pour un family office en Suisse. Je suis allé 1 an chez JP Morgan à Londres. Je suis revenu et j'ai intégré donc, avec Tarek Crescendo. Depuis, je suis là. Donc, on trade et on forme ceux qui veulent devenir trader. Ok, d'accord, merci. Après une carrière riche en émotions et en expérience, quel est l'indice que vous suivez en particulier? Est-ce que vous pouvez nous donner? Alors, nous, ce qu'on trade le plus, parce que c'est pas forcément un indice. Si on parle d'indice, nous, ça va être, ça dépend de la période à laquelle on trade. Par contre, si on trade la session européenne du matin, on va faire beaucoup de Stoxx, un peu de DAX, le Bund quand il bouge bien, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Ça va être plutôt ça. L'euro-dollar, en ce moment, il redevient bien parce qu'ils ont des niveaux où il y a des opportunités. Donc là, c'est si on dit, c'est une devise. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des indices, c'est des obligations, ça peut être une paire, ça peut être une matière première. L'après-midi, on va se focaliser plus sur le marché américain. À partir de 15h30, on va commencer à trader plus du S&P, un peu de Nasdaq. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok. Par rapport à l'indice euro-dollar, j'ai quelques questions à vous poser. On a constaté qu'il y avait une baisse de l'indice en fin avril, début mai. Est-ce que vous pourriez nous donner les caractéristiques de cette baisse? Par quoi elle s'est manifestée? Là, il y a plusieurs choses qui se passent. Là, aujourd'hui, encore cette semaine, la plus grosse donnée qui a fait baisser les marchés, c'est les rumeurs de l'Italie. Donc les gens commencent à avoir peur de l'Italie. Avant ça, il y a eu Trump qui a un peu fait peur à tout le monde, avec l'accord iranien, il sortait de l'accord iranien. Il y a la possible augmentation des taux directeurs américains. Pareil, les gens commencent à... Forcément, si les Américains augmentent les taux directeurs, les gens vont switcher de l'euro au dollar. Donc il y a plusieurs facteurs, mais là, cette semaine, particulièrement, c'est vraiment le facteur italien où les gens ont peur de prendre une Grèce 2.0 en fait. Parce que là, ils sont en train de voir, est-ce qu'ils vont renégocier la dette du pays, effacer la dette, est-ce qu'ils vont faire un référendum, faire leur Brexit à eux. Donc là, tout ça, ça fait peur aux investisseurs, et forcément, quand il y a l'incertitude qui règne en Europe, en ce moment, ça vend de l'euro. Ok, si je pourrais aller plus loin dans la question, quelle est la technique de provision que vous préférez? Est-ce que ce serait l'analyse fondamentale ou l'analyse technique? Nous, d'une manière quotidienne, ce qu'on va trader, ça va être le flux des acheteurs et des vendeurs, donc le flux des entrants. Donc, nous, on fait du très court terme à la base. On fait quasiment du market making dans le sens où on rentre et on sort beaucoup. Et donc nous, on va utiliser le carnet d'ordre, c'est pour ça qu'on trade les futurs, on va utiliser le carnet d'ordre, et le carnet d'ordre, ça va nous donner des indications de savoir où est-ce qu'il y a des gros vendeurs, où est-ce qu'il y a des gros acheteurs. Et quand on arrive à identifier des gros vendeurs ou des gros acheteurs, et ben on va rentrer avec eux pour prendre quelques points. Donc nous, on va rentrer en futur assez gros sur quelques prix,
et on va essayer de prendre quelques points toute la journée. Donc on ne va pas essayer de prendre une tendance entière sur 300 points, ce qu'on va faire c'est faire du mouvement court. Si on veut faire une prévision, donc nous c'est du court terme, c'est-à-dire que nous le soir, 5h30, les marchés européens ferment. Nous on peut parfois, si les marchés américains donnent pas mal de liquidités, on continue. La plupart du temps, après 17h30, on arrête. Donc on commence normalement à 9h, donc 8h30 on arrive, on fait notre morning, on se prépare. On va trader la session européenne. On arrive à 9h quand elle ouvre, on regarde comment elle ouvre, ensuite on va se positionner. La nuit, on n'a pas de position, donc nous on est liquide. C'est-à-dire que notre position, elle dure en général, nous c'est entre 1 et 5 minutes. Donc ça, c'est pour ça que nous on va regarder les annonces économiques, parce que ça peut faire bouger. Si par exemple, là en l'occurrence, il y a la rumeur d'Italie, on ne va pas commencer à acheter de l'euro, parce qu'on sait que, même si on voit un acheteur abandonné, on sait qu'il va lâcher, parce que tout le monde va vendre de l'euro. Donc ça, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de suivre l'analyse économique. Ensuite, l'analyse technique, ça nous donne des niveaux psychologiques. On sait que c'est des points où les acheteurs ou les vendeurs sont intervenus, donc on va regarder, ça peut nous donner des informations importantes. Donc ça se fait regarder. Pour le long terme, je pense qu'il faut regarder les deux, moi je pense, vraiment. Les points psychologiques de l'analyse technique, ça nous donne des targets, ça nous donne des résistances, des supports, on peut voir, des tendances. On arrive à dégager pas mal de choses. Il faut regarder tous les marchés, il faut regarder toutes les news qui sortent, c'est important. Le problème des prévisions, c'est que plus on a du temps, plus il y a du risque. Donc si on a une prévision sur 6 mois, le risque qu'elle se produise vraiment, c'est compliqué, parce que Trump il peut dire une connerie, il revient en arrière, il peut dire, voilà, comme il avait fait les taxes sur les produits chinois, à un moment donné, ça avait foutu le bazar, et maintenant on n'entend plus trop parler, parce qu'il est retourné sur un nouveau dossier, l'accord iranien, il va retourner sur autre chose, donc là les marchés, c'est devenu un peu, voilà. On n'est pas à l'abri que quelqu'un fasse une news où il y a un attentat, où il y a, on ne sait pas, voilà, l'Italie, personne ne pouvait, là, on peut pas. Donc pour moi, pour faire vraiment une bonne analyse, il faut regarder les deux, et une analyse qui est bonne à l'instant T, peut-être corrigée dans 2 semaines. Voilà. Si on voit, moi il y a un accord en Italie, attendez, on était short pétrole, on était short euro-dollar, là on va peut-être voir ce qui va se passer, peut-être on va se mettre long selon ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Okay. Quelles sont du coup vos anticipations par rapport au cours euro-dollar? Le cours euro-dollar, là il a bien chuté, il est tombé à 17, 50, 30, quelque chose comme ça, sur le fond de rumeurs italiennes. Donc ça, pour moi, ça va beaucoup jouer. On va voir la prochaine réunion de la Fed, ce que ça va donner aussi. On va voir les prochains chiffres américains, les prochains gros chiffres qui vont tomber. Est-ce que ça va dans le sens de l'augmentation des taux? Parce que s'ils sortent moins bons, forcément, ça peut encore décaler l'augmentation des taux, et donc les gens ne vont pas acheter du dollar. Donc si tout va dans le sens de l'augmentation et tout va dans un mauvais sens en Europe, c'est-à-dire que si les gens pensent encore que l'Italie ça peut péter, s'ils pensent que l'Italie ça peut se péter et que les rumeurs persistent, je pense que l'euro-dollar il peut retourner à des 1,13, 1,12. C'est facilement, il faut se rappeler qu'il y a plusieurs mois, l'euro-dollar est tombé à 1,0350. Donc c'est un des plus bas. Là on est bien remonté avec Trump, c'est remonté pas mal. Après, il y a une grosse guerre de monnaie qui se fait, parce que c'est hyper important pour la politique d'un pays. Donc moi, vraiment, si je devais faire une anticipation à l'instant T, ce serait que l'euro continue un peu de chuter. Donc il y a des gros niveaux à 15, 13. Après, s'il passe sous les 10, ça va devenir compliqué. Donc voilà, c'est si la tendance persiste dans le mauvais sens. Okay. Quels sont les conseils pour les étudiants ou pour les investisseurs que vous pouvez dire, recommander? Dans quel sens? C'est-à-dire pour les étudiants ou les investisseurs qui souhaitent, qui s'intéressent à la bourse, qui sont désireux d'investir, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Déjà, il faut bien se former, il faut bien se renseigner dans le sens où faites un gros travail en amont, c'est-à-dire que nous on voit beaucoup de gens, ils disent bon j'ai ouvert un compte, j'ai tradé, j'ai perdu, c'est normal. Si moi il y a un mec qui vient me voir, il me dit je veux faire de la boxe. J'ai acheté des gants, je suis sur un ring, je me suis fait tabasser. C'est normal, c'est logique. Il faut s'entraîner avant, il faut se préparer. Il vaut mieux se prendre des coups en entraînement. Donc nous, ça va être en simulateur. On a tous fait de la simulation, c'est indispensable parce qu'il faut apprendre les marchés bien comme il faut. Une fois qu'on les comprend, qu'on a une stratégie qu'on a éprouvée pour nous qui est sensée, on peut commencer à intervenir assez faiblement. C'est ce que toutes les arcades, c'est les boîtes en Angleterre, des propres trading firms. En fait, elles vont recruter des jeunes qui veulent devenir traders, on leur donner, donc elles vont un peu les former, après elles vont leur donner, déjà ils vont être en sim, et ceux qui sont bons en sim, on va leur donner un capital assez faible. Donc vraiment, ils ne vont pas faire des milliers d'euros, hein, c'est sûr.
quand il performe bien, il les augmente, il augmente assez progressivement. Le salaire, il peut être exponentiel. Et par rapport à ça, les mecs, ils commencent tout bas, c'est sûr. Et là, ils ont sur Navinder, qui a gagné 40 millions de pounds à l'époque. Il a commencé comme tout le monde, avec des tailles tout petites. Donc il faut commencer petit pour devenir grand. Donc il faut vraiment passer du temps, se renseigner, ne pas rater les news, ne pas rater, pas être un peu trop pressé sur les entrées, sur les sorties, sur les analyses, les bâcler un peu, parce que ça ne pardonne pas. Ok, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez consacré.